Salut les amis, alors nous voici enfin pour parler de Dune, donc le tome 5 de Dune, les hérétiques de Dune. J'ai déjà dit 3 fois Dune depuis le début. J'avais dit que je le lirais, je l'ai lu en livre audio, donc ça a été plus long, mais je pense que c'est bien. Faites ça vous aussi, lisez plutôt Dune en livre audio parce que ça passe trop vite avec un cerf-flèche bas, et là j'ai trouvé que c'était bien. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment tout compris sur les choses philosophiques, mais c'était vraiment parfait au niveau de l'action. Et du coup, je vous conseille carrément de le faire, de lire Dune en livre audio, c'est bien. Alors, résumé. La dernière fois, vous vous souvenez qu'on était en train de regarder la vie de Leto II tout en sachant qu'il était déjà mort et qu'on était du point de vue de gens d'un futur lointain où il y a eu la grande dispersion, donc plein de gens qui sont partis au-delà de l'univers qu'on connaissait pour former des nouvelles civilisations. Eh bien, dans les hérétiques de Dune, ces gens de la dispersion reviennent. Et parmi ceux qui reviennent, donc il y a Tleilaxu, le mec du livre audio dit Tleilaxu, mais moi je continuerai de dire Tleilaxu, et des honorés matriarches qui ont l'air de venir potentiellement des Bene Gesserit, enfin on n'en est pas complètement sûr, mais elles leur ressemblent étrangement, donc voilà, qui ont l'air d'avoir des ambitions sur ce monde, enfin le monde qu'on connaît, et donc ils vont potentiellement être l'ennemi, entre guillemets, de ce tome. Au début, on va apprendre qu'il y a un Ghola de Duncan toujours. Alors le mec fait Idaho. Et, au début, ça me perturbait vraiment. J'avais envie de faire Idaho ou un truc comme ça. Mais bon, moi, j'ai toujours dit Duncan Idaho. Je vais continuer de dire Duncan Idaho. Vous faites ce que vous voulez. Donc, il y a un Ghola de Duncan Idaho qui est sur Gameu, qui est ce qui est devenu pareil. Lui, il dit Gidi Prime. Moi, j'ai toujours dit Gidi Prime. Donc, je suis pas sûre de ce que je vais dire. Je vais peut-être continuer à dire Gidi Prime. Qui est là-bas, donc surveillé par des Bene Gesserit qui l'élèvent. On sait qu'il est déjà mort une bonne dizaine de fois. À chaque fois, ils en commandent un nouveau et ils recommencent à l'élever, à l'entraîner. Et c'est les Tleilaxu qui l'assassinent, du moins c'est ce qu'ils soupçonnent très fortement. Donc ils savent pas trop pourquoi ils font ça, de leur vendre un Ghola et de l'assassiner, mais c'est aussi un des trucs qu'il va falloir découvrir. Donc on va être un peu du point de vue du jeune Duncan qui essaye de comprendre pourquoi on l'élève, et qu'est-ce qu'on attend de lui, etc. Et nous-mêmes, du coup, au début, on ne sait pas quel est le projet du Bene Gesserit par rapport à lui. Et d'un autre côté, sur Arrakis, donc l'ancienne Arrakis, Oblique Dune, on va suivre une fille qui s'appelle Chiana et qui a le pouvoir de donner des ordres aux vers. Alors après, c'est pas n'importe quel ordre, quand elle leur dit des trucs trop abstraits ou trop compliqués, ça a pas l'air de marcher, mais en tout cas, quand elle leur dit va-t'en, ils s'en vont. Il y a 2-3 trucs qu'elle leur dit qui ont l'air de marcher. Du coup, les prêtres vont être un peu fascinés par elle, les Bene Gesserit vont se dire que il faut la récupérer et la recruter, parce que une potentielle nouvelle prophète ou force religieuse ou quoi, il faut qu'elle soit dans leur camp. Voilà sur quoi on part au début. Donc globalement, on va suivre les Bene Gesserit, principalement une fille qui s'appelle Audrad et une autre qui s'appelle Lucille et qui lui ressemble vachement. Lucille qui va être sur Gameu avec Duncan, Audrad qui va être sur Arrakis avec Chiana. Et il y a aussi Taratsa qui est la mère supérieure. Donc on va vraiment voir un peu les arcanes du Bene Gesserit, comment fonctionne le Bene Gesserit, et suivre plusieurs sœurs, etc. Donc on sera plus proche que jamais du Bene Gesserit, mais même en étant proche d'elle, je trouve que ça reste toujours assez abstrait, même si on a compris que leur objectif c'était avant tout de faire survivre leur ordre sur le long terme, et qu'elles étaient capables de beaucoup d'abnégation. Enfin, en gros, elles se voient vraiment comme une entité globale et elles pensent pas trop à elles-mêmes. Voilà, il y a des aspects de leur philosophie, qui restent abstraits et non pas le contraire. C'est ce que je pourrais vous dire pour le début. On va aussi en apprendre beaucoup plus sur les Tleilaxu, parce qu'on va suivre un mec qui s'appelle Vaf, qui va au début nous emmener à une réunion secrète sur leur planète, et ensuite qui va venir sur Arrakis pour aussi voir Chiana, parce qu'en gros on va apprendre que les Tleilaxu ont une religion, qu'ils pensaient que Leto II était un prophète, pas un dieu mais un prophète, et que du coup Chiana est potentiellement aussi une prophète ou quelque chose en tout cas qui a un lien avec. En gros, ils ont fait croire entre guillemets à tout le monde qu'ils étaient des espèces de créatures dégueulasses sans scrupules, pour qu'on se méfie pas d'eux et qu'on les prenne à la légère et qu'on croit les connaître, etc. Alors qu'en réalité c'est des croyants fanatiques. Bon, moi je me dis c'est peut-être un petit peu triste, parce que les Tleilaxu c'était un des camps, on va dire, dont je trouvais que la façon de penser était originale et sortait de l'ordinaire.
Du coup, le fait que eux aussi, ce soient des fanatiques religieux, comme un peu tout le monde. En fait, dans Dune, il y a les gens qui manipulent les religions et les gens qui sont sensibles aux religions. Il n'y a pas trop de gens qui sont juste en dehors. Et les Tleilaxu, c'était les seuls qui avaient l'air de l'être. Et du coup, d'apprendre que finalement, ils le sont, mais qu'ils le cachaient, je trouve ça un petit peu décevant d'un certain point de vue. Après, c'est pas inintéressant non plus, mais ça manque un petit peu daté. Moi, je me disais, les Tleilaxu, c'est des scientistes. Alors, vous allez me dire, mais tu l'avais déjà lu, donc tu pouvais pas te dire ça. Mais si, je me le disais dans ce que ça avait l'air, etc. Puis j'avais un peu oublié, donc voilà. Et j'aurais trouvé ça plus sympa, en fait, que les Tleilaxu soient des scientistes. Alors après, peut-être que les Ixiens le sont, mais les Ixiens, pour l'instant, on les voit pas plus que ça. Donc du coup, on tourne un peu toujours sur le sujet des religions et de... comment à la fois les utiliser, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos propres impulsions qui sont sensibles aux religions, est-ce qu'on peut les canaliser ailleurs, etc. Donc c'est intéressant, mais c'est toujours un peu les mêmes sujets, et voilà, c'est peut-être le point négatif que je pourrais donner. Alors, histoire, donc je vous disais qu'on aura le point de vue de Duncan, le point de vue de Chiana, et le point de vue d'Odrad, pas mal. Et on aura aussi le point de vue de Miles Tegg, qui est un mec qui est un descendant des Atréides, et qui est aussi le fils d'une révérende mère. Du coup, il a beaucoup de points communs avec le Bene Gesserit. Il sert le Bene Gesserit, et lui-même, il est pas non plus complètement une révérende mère, vu que c'est un mec, mais il est aussi calme, il analyse aussi bien les gens, etc. Globalement, il en est très proche. Donc c'est un mélange un peu d'une révérende mère et d'un Atréide, sachant que physiquement il ressemble énormément au premier Leto, sauf qu'il est plus grand. Mais sinon il a le même nez long qui fait un profil de rapace, etc. Et les mêmes yeux. Enfin globalement il ressemble au premier Leto. Donc il ressemble aussi au premier Leto mentalement, parce que il inspire vachement de loyauté à tous ceux qui se battent pour lui. Et c'est un bachar, donc il y a plein de gens qui se battent pour lui. Et il sert donc le Bene Gesserit. Donc on va le suivre lui. Bon, par moments, il est un peu amer de toujours servir le Bene Gesserit et de se sentir un peu floué, parce qu'il constate que on l'a manipulé entre guillemets pour qu'il soit comme ça, et que il a jamais vraiment eu le choix. Mais bon, il va le faire quand même, parce que globalement, il est quand même d'accord avec leurs objectifs. Donc voilà. Et puis comme je vous disais, on aura un peu le point de vue de Vaf au début, même si après on va plus le voir du point de vue d'Odrad ou de Chiana une fois qu'ils seront tous sur Arrakis. Enfin, je peux tout de suite vous dire qu'ils vont tous être sur Arrakis, parce que c'est là un peu qu'est le cœur de l'histoire. Donc voilà à peu près tous les points de vue qu'on a, et comme je vous disais, on est toujours sur une problématique par rapport aux religions. Concept, oui, du coup c'est un peu ça, même si, comme je vous disais, qu'il y a un livre sur deux où c'est une tragédie en mode on sait ce qui va se passer et on est plutôt contemplatif, et un livre sur deux où c'est de l'action. Là on est sur un livre impair, donc on est sur un livre où c'est de l'action. Je ne sais vraiment pas si c'était volontaire de la part de Frank Herbert de faire ça. En tout cas, ça aura vraiment été le cas tout le long. Et là, ça marche très bien. On est vraiment sur un livre où il y a des complots sans arrêt. Il y a beaucoup de scènes d'action, vraiment des combats et tout ça. Même si il y en a plusieurs qui sont racontés comme des souvenirs, et je trouve que c'est un peu dommage. Par exemple, Chiana, on la découvre quand elle est déjà chez les prêtres, et après elle nous raconte en flashback qu'est-ce qui s'est passé, comment son village s'est fait dévorer par un ver et qu'elle a été épargnée et tout. Me dites pas que je spoil, c'est le background de Chiana au début, donc c'est pas super important de le spoiler, je pense. Et je trouve que c'est un peu dommage de le raconter comme flashback, parce que ça aurait pu être vachement cool de se demander si Chiana allait mourir. Après, peut-être qu'on était censé se demander autre chose. Peut-être que ça permet de mettre le focus sur d'autres points. Je me suis plusieurs fois dit ça, que c'était bizarre de nous montrer des scènes d'action en flashback. Mais sinon, il y a beaucoup d'action, ça bouge beaucoup, il y a plein de complots, c'est le bordel, et donc normalement on s'ennuie pas. Et je vous disais, le côté livre audio sur les scènes d'action, ça m'a vraiment bien correspondu. Déroulement de l'intrigue, comme je vous dis, on est vraiment sur un truc de complot. Au début, on voit les Bene Gesserit qu'élèvent Duncan, on sait pas ce qu'ils veulent faire. On voit les prêtres qui ont pris Chiana, bon, eux-mêmes, ils ont pas l'air de trop savoir ce qu'ils vont en faire. Ils attendent que ce soit elle qui leur dise quelle est la révélation qu'elle va leur faire, vu que c'est une descendante du prophète ou je sais pas quoi. Bon, ça marche pas trop. Et après, on sait que les Bene Gesserit veulent la récupérer. On sait pas non plus trop pourquoi, même si on se dit que c'est potentiellement pour contrôler Arrakis, vu qu'elle peut ordonner un peu ce qu'elle veut aux prêtres. Les prêtres qui sont les prêtres du dieu fractionné, donc c'est la religion de Leto qui a muté, on va dire, vu que lui, maintenant, son esprit est réparti dans les vers des sables, je vous rappelle. Du coup, les prêtres adorent les vers des sables, et grosso modo, ils oppriment un peu le peuple de Arrakis. Du coup, les gens qui vivent dans les déserts, etc., sont pauvres, etc., et les prêtres font un peu la pluie et le beau temps, et le peuple un peu les craint.
et vivent un peu séparés d'eux. Du coup, eux, ils prient Shai-Hulud et les gens, par exemple, de la population parlent plus de Shaitan parce que eux, ils voient plus les vers comme quelque chose de menaçant que comme un dieu. Du coup, Chiana va tout le temps appeler les vers Shaitan et ça va un peu énerver les prêtres, même si ils vont être obligés de l'accepter vu qu'ils ont décrété qu'ils accepteraient tout ce que disait Chiana. Donc c'est assez rigolo. Donc en gros, on sait pas du tout ce que veulent faire le Bene Gesserit, on sait juste qu'ils ont des plans. On sait que d'un autre côté, il y a les honorés matriarches que les Bene Gesserit n'aiment pas du tout et qu'elles appellent les catins, qui arrivent et qui ont aussi des plans qui concernent, au départ on sait pas trop qui ils vont concerner, même si on sait qu'ils sont allés parler au Tleilaxu, et les Bene Gesserit aussi veulent parler au Tleilaxu, donc tout le monde un peu veut se rapprocher des Tleilaxu, parce que les Tleilaxu c'est ceux qui savent faire du mélange. En fait, actuellement dans le monde il y a 2 sources de mélange, il y a plus qu'une seule comme avant, c'est un peu ce que Leto avait voulu, enfin Leto 2, hein. C'est que du coup il y a plus seulement les vers sur Akis qui font du mélange, mais il y a aussi les Tleilaxu avec leur cuve Axolotl qui peuvent... lui dit Axolotl, mais moi je me suis habituée à dire Axolotl, alors merde. Les Tleilaxu peuvent en faire, donc c'est potentiellement ça qui intéresse les honorés matriarches, c'est ce qu'on peut se dire, et aussi un peu le Bene Gesserit. Enfin, le Bene Gesserit, ils ont l'air de vouloir trouver les secrets des Tleilaxu. Une fois qu'ils savent qu'ils ont une religion, ils se disent, bah du coup on va avoir un levier pour les manipuler, puisque eux ils se sont toujours servis des religions pour manipuler. Je dis ils alors que c'est toutes des filles, donc je devrais peut-être dire elles, mais bon. On est tellement habitué à dire il quand c'est un truc général, genre un pays, un camp, quoi que ce soit. Ça va être un peu compliqué. En tout cas, voilà. Donc en gros, il y a des plans, des embrouilles, des trucs un peu dans tous les sens, et on sait pas exactement où chacun veut en venir. C'est ça qui fait le déroulement de l'intrigue, et c'est ça qui fait aussi que je dois dire que j'aime un peu moins ce livre que les précédents, même si je l'ai énormément aimé, mais pour moi, il y a un truc qui est embêtant, c'est que justement, tout est un peu obscur, et même une fois qu'on sait qu'est-ce qui était prévu, bah, je trouve que ça paraît toujours flou. Donc vous me direz ce que vous en pensez, ou si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, mais moi je trouve que c'est un peu un problème, parce que j'aime bien quand même quand on comprend ce qui se passe, et là je trouve que c'est un peu le bordel. Alors au début évidemment ça fait qu'on avance parce qu'on a envie de comprendre, d'autant que quand on est du point de vue de Duncan qui est un enfant et Chiana qui est une enfant aussi, on peut facilement se mettre à leur place, parce que comme je vous l'ai dit, Frank Herbert il a un peu l'habitude de nous mettre des persos avec des QI de 212 qui sont classe, mais où c'est difficile de s'identifier parce que bah, nous on se dit que on n'est pas aussi intelligent que ça, quoi. Si on a un minimum d'humilité et de recul sur nous-mêmes, je pense qu'on devrait se le dire, ce qui n'était probablement pas mon cas quand j'étais plus jeune, hein. Mais bon, maintenant du coup je me rends bien compte que c'est compliqué pour moi de m'identifier à des révérendes mères ou à des personnages, des mentats ou quoi. Bon, moi j'ai toujours dit menta, le mec dit mentat. Encore une fois, je vais peut-être me bugger et dire l'un ou l'autre. Bon, je vais essayer de rester fidèle à moi-même et de dire Manta encore, mais voilà. Quand on entend Mentat pendant plusieurs semaines à écouter un livre, c'est compliqué de ne pas changer. On a changé, on laisse. C'est difficile de s'identifier à des persos qui ont des capacités de réflexion de malade, et je sais même pas comment Frank Herbert, entre guillemets, a écrit ça et s'est dit que oui, c'était crédible, etc. Parce que c'est compliqué de déterminer ce que pensent des persos qui sont plus intelligents que le mec même qui les écrit. Du coup, bah, ça reste toujours un peu obscur, flou et tout ce qu'on veut. Et quand on est du point de vue d'enfant, ben, on accroche et on se demande qu'est-ce que font tous ces adultes qui font des machinations autour de nous, et ça marche bien, sauf qu'à la fin, on n'a plus le point de vue de Chiana et de Duncan, et on a juste les révélations du point de vue de ceux qui les font, et bah, du coup, moi, je reste un peu sur une impression d'inachevé. Donc, je me suis peut-être un peu éloignée de la catégorie développement de l'intrigue, mais c'est pour vous dire un peu mon impression générale en l'ayant fini, voilà. La fin, j'y reviendrai. Les personnages, donc je vous en ai déjà parlé. Duncan, qui est jeune et qu'on a déjà vu plein de fois, il a un peu toujours le même caractère qu'avant, mais comme il est enfant et qu'on l'avait pas trop vu enfant pour l'instant, bah du coup ça sort un peu de l'ordinaire, et c'est un enfant qui veut vraiment découvrir le monde qui l'entoure, qui est très curieux, et qui déteste la révérende mère qui est chargée de diriger la citadelle où il est, qui s'appelle Shfangyu. Et du coup, il se construit sur 2 choses, le fait de vouloir tout apprendre, mais aussi vouloir tout apprendre dans l'idée d'être plus fort que les révérendes mères et de devenir libre, parce que là, il se rend bien compte qu'il est manipulé et ça lui plaît pas du tout. Donc il se construit vraiment comme ça, en mode défense, et ça plaît pas du tout à Lucille qui arrive là-bas et qui est chargée de se rapprocher de lui, parce qu'elle voit bien que ça va être compliqué justement de l'utiliser, de le manipuler, etc., vu ce qui s'est passé. Et on va apprendre petit à petit que Shfangyu a fait ça volontairement parce qu'elle est contre le projet Ghola. D'ailleurs, elle serait pas contre l'idée de l'assassiner, et on ne sait pas si elle a participé aux assassinats des Ghola précédents ou pas. Mais voilà, donc on sait que la vieille Shfangyu, c'est un personnage qui laisse très
méfiant et dubitatif, c'est un peu la vieille acariâtre méchante, tout ce qu'on veut, qui punit les gens qui aident Duncan de façon à ce que tout le monde le déteste dans la citadelle et tout ça. Donc c'est vraiment une vieille salope qu'on peut bien détester et tout. Donc Duncan, ouais, c'est un enfant. Chiana aussi, c'est une enfant, mais c'est une enfant peste, chippie, etc., qui contrôle complètement les adultes et qui en profite à fond, puisque les prêtres font tout ce qu'elle dit, donc elle va devenir une espèce d'enfant gâté de princesse, quoi. Donc c'est un peu rigolo parce que c'est pas quelque chose qu'on avait eu jusqu'à maintenant. Et c'est aussi, moi je trouve ça très beau, son rapport avec les vers, le fait qu'elle comprend pas pourquoi il l'épargne et qu'elle y va en souhaitant un peu de mourir, parce que quelque part elle a perdu sa famille et tout ce qu'elle connaissait, et en même temps en défiant un peu la vie, etc. Enfin, le fait qu'elle y aille en mode j'en ai plus rien à foutre et qu'elle survive, et le mélange un peu de désespoir et d'exaltation, tout ça qu'elle ressent dans son rapport avec les vers, je trouve ça vraiment beau. Pour le coup, c'est quelque chose qui est assez poétique. Puis elle danse aussi pour attirer les vers, et j'aime beaucoup comment sa danse est décrite. Et d'ailleurs, il va y avoir toute une philosophie que les révérendes mères vont essayer d'analyser par rapport à cette danse, etc., qui est ce qui est devenu en gros le Sienok, le rituel que les Taudeux avaient initié avec ces truitesses et tout, bah, ça s'est transformé en une danse que font les gens un peu du peuple, et les prêtres aiment pas trop ça, mais ils osent pas les arrêter parce qu'ils savent que c'est leur seul défouloir, et du coup c'est une danse où plein de gens le font, et les danseurs en général qui l'initient se font carrément genre lyncher par la foule, etc., parce que les gens deviennent tellement extasiques qu'ils tuent des gens comme ça dans le feu de l'action, si j'ai bien compris. Du coup c'est un truc ouais, où les gens perdent complètement le contrôle, et c'est à la fois beau et inquiétant, et effrayant et un peu dégueulasse, parce que la foule c'est un peu dégueulasse aussi, je trouve, mais c'est quelque chose d'assez un peu comme les vers justement, de très vaste et de très menaçant, etc. Donc j'aime beaucoup cet aspect. Comme je vous disais, on a Vaf qui va nous permettre de plus explorer le Bentley Ilax et le Bennett Ilax, et de se rendre compte de qu'est-ce qui nous cache depuis le début. Finalement, ce qui nous cachait, c'était une religion qui a l'air de ressembler à une certaine forme d'islam. Encore une fois, c'était déjà un peu le cas de la religion des Fremen, donc je suis un peu étonnée que ça tourne toujours un peu autour des mêmes trucs, même si, du coup, j'ai l'impression que sur les Fremen, c'était beaucoup plus une vision positive, entre guillemets, alors que là, beaucoup moins. Là, on est vraiment sur le fait qu'au final, ils vont répandre leur religion sur le monde entier, et que on sent qu'ils en ont rien à foutre un peu des autres gens, de tuer des gens, et qu'ils se considèrent vraiment comme supérieurs, et voilà, ils traitent les étrangers de Powinda, tout ça. Enfin, on sent qu'ils ont un mépris des étrangers. Et ce qui est marrant, c'est qu'à côté de ça, ils ont une philosophie très... les trucs de Zen Suni et tout ça, c'est quelque chose de très calme, profond et tout ce qu'on veut, mais ça les empêche pas d'avoir la haine et de vouloir faire la guerre pour conquérir le monde, etc., et de mépriser les étrangers et tout. Donc c'est assez paradoxal, et c'est intéressant. Ils ont plutôt un côté conquérant, hautain, méprisant, etc., qui en ça tranche pas mal avec les Fremen, même si on peut se dire qu'il y a des bases communes. Donc ça va être intéressant de connaître plus les Tleilaxu, même si je suis un peu déçue, comme je vous dis, par le fait que ça tourne toujours autour des mêmes trucs. Audrad, c'est une Bene Gesserit qui est aussi une Atréide, et qui a l'originalité d'avoir eu une enfance où elle a été adoptée parce que sa mère l'a abandonnée, elle l'a donnée à des gens pour qu'ils l'élèvent ailleurs, pour que potentiellement elle ait de l'amour, etc. Donc elle en a eu. Elle n'a pas eu vraiment l'enfance que les Bene Gesserit auraient aimé qu'elle ait, et il considère que c'est une faille chez elle, et donc il la considère comme dangereuse, etc. Elle est quand même devenue révérende mère, mais Taratsa, donc la mère supérieure, se dit qu'elle devra peut-être la tuer et qu'elle peut pas totalement lui faire confiance, mais en même temps elle s'est quand même servie des aptitudes que ça lui a données, puisque c'est elle qui a écrit le manifeste des Atréides, que le Bennett Leilax et les Bene Gesserit vont vouloir diffuser partout, pour des raisons que j'ai pas super bien compris de la part du Bene Gesserit, parce que les Tleilaxu, c'est parce que ça va dans le sens de leur religion, mais les Bene Gesserit, c'est peut-être parce que pour eux, répandre une religion, c'est toujours quelque chose qui les aide, parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'ils pourront manipuler. Peut-être, mais bon, en tout cas, je suis pas sûre d'avoir bien compris ça. Donc Audrad, c'est un compromis entre une révérende mère et quelqu'un qui a quand même un cœur, etc. Et tout le monde part du principe qu'elle en a pas parce que c'est une révérende mère, et de temps en temps, du coup, ça la rend amère, et elle va montrer des sentiments, et les gens vont se dire, tiens, c'est bizarre. Donc c'est un personnage, moi, que j'aime bien, mais qui est pas hyper marqué ni hyper mémorable, parce que c'est un mélange de trucs qu'on a déjà vus. Mais c'est un mélange qui est quand même intéressant. Comme je vous disais, Taratsa, c'est la révérende mère, donc elle est assez sans scrupules, et c'est ça qui est effrayant chez elle. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais pas de cette manière-là, parce que là on suit son quotidien, on la voit quand elle est fatiguée, qu'elle se surmène. Donc on voit qu'elle
qu'elle donne tout pour l'ordre et qu'elle donne vraiment sa vie, etc. Donc elle passe pas pour une grosse saloperie qui exploite les gens. On sait qu'elle fait ça dans un objectif, même si comme on connaît pas cet objectif et qu'on la voit manipuler des gens, forcément je trouve qu'on éprouve pour elle un truc un peu paradoxal. On se dit, on la comprend un peu, mais je pense qu'on peut pas trop l'aimer quand même. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, après vous me direz si vous êtes pas d'accord. Comme perso, bon on a quelques-uns des prêtres, mais je me dis pas qu'ils sont très importants. Non, bon on va partir sur Miles Tegg, qui est je pense le perso peut-être que j'ai préféré dans ce livre, en tout cas en le relisant cette fois-ci, parce que je pense que la première fois c'était Chiana. Là Chiana, je l'ai bien aimée, mais en fait je trouve qu'on la voit pas tant que ça, et du coup on en sait plus sur Tegg, et au final j'étais vraiment plus contente à chaque fois qu'on était de son point de vue, je dirais. Donc Miles Tegg, je vous ai dit, c'est un mec qui ressemble au premier Leto, qui inspire de la loyauté aux gens parce qu'il est hyper loyal aussi. Il est à fond dans ce qu'il fait, en fait. On sait qu'il sert des buts nobles. D'ailleurs, de temps en temps, il se pose des questions sur les objectifs du Bene Gesserit. Il est pas sûr que leurs objectifs soient assez nobles, entre guillemets, et ça le perturbe. Mais quand il y réfléchit, il se dit que ça a l'air quand même de l'être, donc il les suit, mais il est un peu amer parce qu'il a sacrifié toute sa vie pour elle, etc. Et parce qu'il sait que ça va continuer, pour lui et pour ses descendants, etc. Donc c'est assez paradoxal parce que c'est un mec qui a des bonnes intentions, etc., qui aime pas être manipulé mais qui l'accepte quand même, et qui aime pas infliger ça aux gens mais qui leur inflige quand même parce que ça sert ses objectifs qui sont... Enfin, il pense que c'est mieux pour le bien de l'humanité en général, etc. Donc moi j'aime bien ces dilemmes, encore une fois, quelqu'un avec des très bonnes intentions qui est obligé de faire des choses un peu douteuses par moment et qui s'en prend plein la gueule aussi. Je trouve que c'est un perso qui est cool, classe et intéressant, et c'est certainement le perso qui me semble le plus mémorable cette fois-ci. Alors comme je vous disais, la première fois c'était Chiana. Chiana est assez mémorable aussi, mais elle est moins développée je trouve que Miles Tegg. Donc voilà, j'oublie sûrement des persos, mais j'y reviendrai peut-être. Apparence, je vous ai déjà dit que Miles Tegg il ressemblait à Leto, donc avec ce côté profil de rapace, etc., très grand, baraqué, tout. Bon, il est âgé, il a 300 ans et quelques, et on sait que dans le monde où ils sont, il est plutôt vers la fin de vie, ce qui l'empêche pas d'être toujours au boulot, parce qu'il est toujours bachard, même si normalement il aurait dû être en retraite, mais c'est Taratsa qui est revenu le chercher pour lui dire de s'occuper de garder Duncan. Donc lui au départ ça lui a pas trop plu, mais bon il l'a fait. Duncan lui aussi il est toujours pareil, il est toujours brun, etc., avec les cheveux bouclés. Audrad et Lucille, elles ressemblent à Jessica. C'est le Bene Gesserit qui cultive entre guillemets des filles qui ressemblent à Jessica depuis des siècles, donc elles arrivent à en refaire même dans des lignées différentes. Potentiellement parce qu'elles ont d'autres gènes qui les intéressent, mais manifestement même l'apparence était supposée avoir un intérêt parce que ça avait un rôle par rapport à ce qu'elle voulait faire sur Duncan. Pareil, le fait que Tegg ressemble à Leto, le premier, c'était aussi en partie pour manipuler Duncan, pour lui faire revenir ses souvenirs, etc., avec le fameux processus là pour lui faire ramener ses souvenirs, j'ai oublié comment ça s'appelait, désolé. Voilà, donc en gros, beaucoup de persos qui se ressemblent à travers les âges, mais c'est justifié. Chiana, elle a des cheveux châtains avec des mèches blondes parce qu'elles sont décolorées par le soleil, etc. Sinon, il me semble qu'elle a les yeux marrons, etc. Enfin, elle ressemble un peu à n'importe quelle fille du peuple Drakis, mais avec quelques petits bonus de charisme. Les Tleilaxu, on va nous dire qu'ils ressemblent à des enfants, un peu à des lutins, à part qu'ils ont des petites dents pointues, mais sinon, ils sont petits, ils ont des voix flûtées. Enfin, c'est les maîtres Tleilaxu, parce que les danseurs visage, ils ont l'apparence qu'ils veulent, donc c'est pas la peine de dire à quoi ils ressemblent. Mais les maîtres Tleilaxu, voilà, ils ont des apparences de lutins, et d'ailleurs, ils s'en servent pour que les gens, pareil, se méfient pas d'eux, les sous-estiment, etc. Et ils ont l'habitude de prendre des airs aussi insignifiants, boudeurs, etc. Enfin, des airs qui ressemblent à des mimiques d'enfants pour que les gens les sous-estiment, alors qu'en réalité, ils sont beaucoup plus intelligents que ce qu'ils en ont l'air. Mais en général, les gens ne les aiment pas en les voyant physiquement. Je me demande bien pourquoi, parce que moi je trouve qu'ils ont l'air plutôt rigolos, mais je pense que c'est à cause de leur réputation et le fait que leur apparence enfantine ne cadre pas avec leur réputation de gros dégueulasses qui fait que les gens ne les aiment pas parce qu'ils se disent pour être aussi pervers et en plus se donner l'air d'un enfant, ça doit être encore plus pervers. J'imagine que c'est ça. Les honorées matriarches, j'en ai pas parlé. Leur apparence, on sait que elles ont des robes avec des dragons brodés, qu'elles ont les yeux qui deviennent orange quand elles sont en colère, et ça peut commencer par des petits points, et s'ils deviennent entièrement orange, là ça veut dire que ça va chier. Après, en apparence des lieux, on va aussi nous reparler beaucoup de Guidi Prime, parce que ils vont se balader dessus, enfin sur Gameux, mais Duncan va avoir des réminiscences de Guidi Prime, et ils vont trouver un nom globe
un globe de non-espace sur Gidi Prime pour s'y cacher, etc. Donc on va nous ressortir plein de trucs des Harkonnen qui étaient restés depuis des siècles, etc., voire des millénaires, qui étaient restés intacts, parce qu'ils étaient bien protégés. Donc on va beaucoup nous reparler de tout ça, des Harkonnen et de leur griffon qui leur sert d'emblème, du fait qu'ils adorent montrer des trucs dégueulasses. Il y a plein d'allusions sexuelles, etc. dans leur décor et tout ça. Il y a beaucoup de descriptions d'endroits, et cette fois on va être à beaucoup d'endroits parce qu'on va être sur Gameu, sur Arrakis, sur la planète du chapitre, chez les Tleilaxu. Franchement, pour une fois, je dirais qu'on va vraiment beaucoup voyager dans des environnements assez différents, donc c'est cool. On va faire des petites explorations aussi sur Arrakis pour découvrir ce qui est devenu le siège Taber depuis tous ces siècles, etc. Avec des petites surprises de Leto 2 à l'intérieur et tout. Bon, j'aurais peut-être dû dire ça dans l'univers, les lieux et les créatures plutôt, mais en tout cas, niveau exploration de lieux, il va y en avoir. Personnalité, alors je vous disais, moi je trouve que la personnalité la plus intéressante c'est celle de Miles Teg, mais Taratsa et Odrad sont très intéressantes aussi. Après, pour Duncan et Chiana, ils sont plus post-it au niveau de leur personnalité. Paradoxalement, c'est ça qui fait qu'on peut plus s'identifier à eux, parce que je vous dis, les autres persos sont souvent trop intelligents et trop complexes, et on a du mal à les suivre. Et du coup, moi, j'ai tendance à m'accrocher aux enfants. Et les premières fois que j'ai lu, c'était encore plus manifeste. Je me rappelais de quasiment rien des autres persos. Je me rappelais que de Duncan et Chiana, et je me rappelais très bien des scènes avec les vers, etc. dans le désert, et de tout ce qui avait un rapport avec Chiana, mais j'avais complètement oublié tout le reste. Donc c'est un peu inquiétant, et c'est assez significatif du fait que le reste est compliqué, et ça demande des efforts. Donc il y a pas mal de persos intéressants, mais compliqués, donc à voir. Mais il y a toujours ce truc de mettre quelques paradoxes, comme je vous dis, Odrad c'est une Bene Gesserit qui a quand même des émotions, et du coup elle ressent de l'amour, et on lui a appris que l'amour c'était dangereux, et du coup en elle il y a toujours ce paradoxe de se dire, est-ce que je dois le combattre, est-ce que je dois l'exacerber? Si je l'exacerbe, peut-être que je vais me faire tuer par mes propres sœurs qui vont me considérer comme dangereuse, et je les comprendrai. C'est assez horrible et intéressant en même temps. Taratsa qui se demande, elle, si la faction des Bene Gesserit qui sont révoltés contre elle et ses objectifs, et qui veulent tuer Duncan, et qui pensent que jouer avec Legolas c'est trop dangereux et tout ça, elle se demande s'ils ont raison et si elle va précipiter le Bene Gesserit à sa perte, sachant que c'est totalement le contraire de ce qu'elle veut. Mais elle se dit que avec le temps, de toute façon ils risquent de disparaître, et que ces factions qui sont ses ennemis ne voient pas que de toute façon elles courent à leur perte, et qu'il faut tenter un truc même si c'est pas sûr, etc. Donc elle le voit comme ça, mais elle comprend que tout le monde ne le voit pas, et elle se demande si elle fait une connerie. Donc encore une fois, on peut bien comprendre les dilemmes de tout le monde, et les trouver intéressants, je trouve. Évolution, alors là oui. Ça me fait plaisir de dire oui, parce que voilà, je sors de trucs où il n'y en avait pas beaucoup. Comme je vous disais, Odrad, bon, elle se pose beaucoup de questions. Quand elle voit Chiana, elle tripe sur le fait de l'élever, et de se dire que ça va être son œuvre, etc. Bon, au final... ça va pas forcément se passer exactement comme elle veut, mais elle va quand même y prendre part, etc. Donc, même si j'aurais du mal à vous dire précisément en quoi les gens évoluent, mais c'est sûr qu'ils évoluent parce que ils ont tous des objectifs très précis, les choses vont jamais se passer exactement comme ils veulent, et à chaque fois ils vont être obligés de s'adapter. De toute façon, Dune, c'est une des thématiques principales de la saga, le fait qu'il se passe jamais ce qu'on veut, et qu'on est toujours obligé de s'adapter parce que le monde change, et que du coup on est obligé de changer pour courir après le monde, enfin le paradoxe de la Reine Rouge, quoi. Et là, d'ailleurs, à un moment, Odrad dit ça en disant qu'il faut remercier les honorées matriarches qui viennent les faire chier, parce que sinon elles évoluaient plus, et que là, du coup, elles vont être obligées de le faire pour rester au niveau des honorées matriarches, et qu'en gros, la richesse et l'évolution, ça vient de la dispersion, parce que là-bas, les gens ont changé, les gens ont évolué, alors que dans le vieil univers, ils sont restés trop similaires depuis des siècles, et que c'est probablement ça que Leto 2 avait prévu, et c'était probablement son objectif depuis le début, etc. Et on est sûrement encore sur la ligne des choses qu'il avait vues avec sa préscience. Donc, comme l'évolution c'est un des thèmes principaux, il y en a à la fois sur l'histoire dans le long terme, et il y en a aussi évidemment dans la vie des persos, mais sur tout le monde. Évidemment, on va voir Duncan faire du power-up pendant tout le livre. D'ailleurs, je trouve que ce qui se passe à la fin n'est pas trop à la hauteur du fait que c'est un des persos qu'on a le plus vu faire du power-up. C'est un peu décevant, je trouve, ce qui devient, et ce que cachait le grand mystère de se dire qu'est-ce que les Tleilaxu lui ont mis. Parce que voilà, les Bene Gesserit se doutent que les Tleilaxu ont fait des ajouts que elles avaient pas demandé sur le Gola, mais elles savent pas ce que c'est, et donc il y a tout un teasing là-dessus, et quand on va le savoir, je trouve que voilà, c'est pas si foufou que ça, mais je vous en parlerai en spoil, parce que sinon ce serait vraiment embêtant. Mais du coup voilà, l'évolution est vraiment au centre, donc il y en a plein, et ça reste un des plus grands points positifs à la fois du livre et de la saga globalement.
L'univers, les lieux et créatures, je vous ai dit, on bouge énormément. On nous reparle de Caladan qui a évolué, qui est devenu Dan, et où les gens sont partis dans le monde entier. D'ailleurs, maintenant, il y a plein de gens de Caladan qui sont sur Gameux. Et donc, il y a un profil de gens, même où on reconnaît leur physique, qui sont tous un peu des descendants des Atreides ou quoi, ou de famille ou quoi, où on reconnaît leurs traits. Et même si on n'en parle pas vraiment, on se dit, ah tiens, t'as la tête de Gameux, quoi. Du coup, c'est ce qu'ils disent aussi par rapport à Miles Teg. Oui, là, niveau lieu, je crois que c'est le premier livre où on voyage autant, où on voit autant de planètes différentes. Les points de vue des différents persos sont vraiment éloignés dans l'espace, et ça, c'est sympa. Même si c'est pas forcément nécessaire et que c'était bien quand même avant, mais je trouve ça cool qu'on voit des paysages diversifiés, qu'on ait des descriptions de lieux très différents et tout ça. Et même le fait qu'on nous reparle de l'histoire des Harkonnen, etc., je trouve ça sympa, même si on peut dire que voilà, ça capitale sur ce qui existait déjà. Quelque part, on n'avait pas forcément trop vu à quoi ressemblaient les intérieurs de chez les Harkonnen et quelles étaient leur iconographie et tout ça. Donc je trouve quand même ça cool. On nous reparle aussi de celle des Atreides, même si on les avait un peu déjà vues. On nous reparle de beaucoup de choses et non, je trouve que c'est sympa sur ce plan-là. Logique et cohésion, moi j'ai pas vu de faute, mais comme je vous dis, il y a des choses où je me dis ça manque peut-être un peu d'éclaircissement. J'ai pas l'impression d'avoir tout compris et je me dis que c'est dommage. Donc dites-moi si vous trouvez que je suis bête, n'hésitez pas parce que c'est possible. Mais moi je pense que ça aurait peut-être été bien d'expliciter un peu plus. En fait, c'est cool de mettre des persos classes qui ont des cerveaux hyper rapides, hyper performants, qui ont accès aux mémoires secondes ou à la préscience ou à tout un tas de trucs abstraits. Mais ce serait peut-être bien de nous mettre quelques persos normaux. Chiana, c'était bien. Peut-être qu'on aurait mérité d'avoir un peu plus de point de vue de Chiana sur la fin, pour que Chiana se demande, mais qu'est-ce que vous avez foutu, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas compris, et que quelqu'un nous récapitule un peu quels étaient les plans, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, parce que j'ai un peu l'impression que même en m'overcloquant, je sais que j'ai pas tout compris, et je trouve que c'est un peu dommage. Mais je pense pas qu'il y ait de faute de logique et de cohésion, même si il y a peut-être des facilités scénaristiques dans le fait justement que les persos ont accès à des trucs comme la préscience. Par exemple, Audrad, elle a accès à un petit peu de préscience, et les Bene Gesserit ne veulent pas que ça se développe plus, parce que il faut surtout pas qu'il y ait un nouveau Kwisatz Haderach ou quoi que ce soit de similaire. Enfin, ils ont assez peur de ce que peuvent devenir les Atreides, mais de temps en temps, Taratsa lui fait des petites demandes un peu implicites, juste pour checker, parce que la préscience c'est quand même bien pratique, mais à petite dose, et il faut surtout pas qu'elle fasse, qu'elle en abuse et qu'elle devienne qu'elle prenne trop d'épices et qu'elle bascule dans la vision vraiment comme on fait Paul ou Leto 2 ou quoi. Donc elles s'en servent avec parcimonie, mais c'est bien pratique pour dire qu'elles ont des intuitions qui leur permettent de savoir ce qu'il faut faire à des moments. Et il y a plein de dispositifs qui servent à détecter tout un tas de trucs qui justifient que les persos sachent où il faut trouver certains. Il y a ceux qui sont non détectables qui justifient qu'on n'en trouve pas certains autres. Tout ça, bon, après ça respecte des règles, donc je trouve ça cool, mais en gros la préscience c'est un peu cheaté. Et c'est un peu quand on veut que ça existe et que quand voilà. Et puis il y a Miles Teg aussi à la fin qui va développer un pouvoir où on sait pas trop pourquoi. Bon après on savait pas trop non plus pourquoi les Atreides avaient la préscience avant, donc admettons, mais bon. Il a un pouvoir qui lui sort un peu de nulle part et c'est cool. C'est super agréable à lire et les scènes que ça crée sont super sympas, etc. Mais moi, je vois pas ça comme une faute de logique, mais je vous dis, je vois ça plus comme des warnings en fait, sur le fait qu'il y a beaucoup de choses où on sait pas pourquoi c'est là, et beaucoup de choses qu'on comprend pas forcément. Ça fait une impression globale de ça a l'air logique, ça a l'air cohérent, mais on n'est pas sûr. Et je me dis que ce serait mieux qu'on en soit sûr et qu'on se dise, ah bah oui, j'aimerais bien vous dire un oui déterminé et tout ça quoi, plutôt que de dire logique et cohésion, moi j'ai l'impression, mais j'en suis pas sûre à 100%. Mystère et découverte, là il y a que ça, parce que comme je vous disais, on est sur un livre version action, et en plus on est sur des complots et tout, donc clairement on a envie de savoir qu'est-ce que prévoient les uns et les autres, et en permanence on voit des gens qui font des complots et on se demande quel sera leur prochain move, etc. Et puis on se demande aussi qu'est-ce qui se passe avec Chiana et les Verts, dans quelle mesure ils lui obéissent, combien de temps ça va durer, pourquoi ça fait ça, etc. Duncan, quel est son secret, qu'est-ce que lui ont mis les Tleilaxu comme truc qui n'était pas commandé, quels sont les pouvoirs des honorés matriarches. Bon, vraiment là des questions, on va en avoir des tonnes, on va avoir la plupart des réponses mais pas toutes. Pourquoi Chiana ordonne aux Verts et dans quelle mesure, etc. Bon, tout ça, ça va rester un peu en point d'interrogation, mais on va savoir le pouvoir de Duncan, on va voir Chiana à l'œuvre, donc on aura une partie des réponses quand même la concernant. Les honorés matriarches, on va savoir ce qu'elles font. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on va savoir, et c'est quand même vachement bien. L'écriture, voilà, j'ai déjà dit que l'écriture de Frank Herbert était cool,
Et elle est toujours aussi cool. Comme je vous dis, là, il y a à la fois des bonnes descriptions, des dialogues stylés, des phrases, des choses philosophiquement intéressantes. Il y a un peu de tout. On dirait un peu une compile de tout ce qu'il a fait avant. D'un côté, ce côté compile, comme je vous dis, fait que c'est moins mémorable parce que il a pas fait quelque chose vraiment de nouveau. C'est plutôt vraiment une compile, vraiment. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, c'est pas marquant. Pour moi, ce sera pas le livre qui va me... Moi, de toute façon, voilà, mon préféré, ça restera l'Empereur Dieu de Dune, mais je pense que en deuxième, je dirais que peut-être le premier, et je pense que celui-là n'aura pas marqué beaucoup de gens, même si je me trompe peut-être, et n'hésitez pas à me le dire si vous n'êtes pas d'accord. Et justement parce que il refait un peu les mêmes choses qui ont déjà été faites, même si l'aspect conspiration, complot, où ça va un peu dans tous les sens, et on suit plein de points de vue, etc., et tout reste mystérieux, il est très accentué. Mais ça ressemble quand même un peu à ce qu'on a déjà vu dans le 1 et le 3, même si je crois qu'il y a plus de parties différentes et que les complots sont encore plus complexes. Après ça, vous allez me dire c'est peut-être pas complètement l'écriture, mais je trouve que ça l'est sur le plan mise en scène. Et puis sur l'écriture en elle-même, pareil, je trouve que il y a toujours certaines choses qui sont poétiques plus dans les images que dans les mots. Donc les aspects sont toujours là. Poésie et contemplation, il y en a, même si c'est pas ce qu'il y a le plus. Mais comme je vous disais, tout l'aspect sur Arrakis avec Chiana, la danse et tout ça, je trouve que ça l'est. Suspense et action, il y a majoritairement ça. Il y a vraiment des scènes de combat, etc. Après, il n'y a pas que ça non plus, mais il y a aussi beaucoup de scènes de poursuite, comme dans les mauvais livres que je vous avais déjà racontés là. Mais sauf que là, c'est vachement bien. Après, les moments de poursuite sont pas les moments que je préfère, très honnêtement. Les moments où il faut fuir et on se cache, on court, il y a des gens derrière nous, il faut pas se faire repérer, tout ça. Moi, c'est pas ce que je préfère. Mais là, il y en a, ils sont quand même bien décrits. Il y a plein de persos mystérieux qu'on croise dans ces moments-là. Il y a des persos qu'on voit pendant un moment qui sont quand même touchants, qu'on apprend à connaître et puis qui meurent. Il y a quand même beaucoup de morts aussi dans ce livre, hein. Dans les persos secondaires principalement, mais pas que. Et le truc, c'est que même les persos secondaires, on les connaît suffisamment pour être tristes quand ils meurent, je trouve. Il y a vraiment beaucoup de suspense et d'action. Et l'écriture, elle continue de bien faire tout ce qu'elle faisait déjà bien avant. Mais je trouve pas qu'il y ait de plus, et je trouve que il y a un côté... Le fait d'avoir voulu faire trop de choses est encore plus compliqué. Comme je vous dis, il y a un côté peut-être trop, qui fait que je décroche un peu, et je pense que je serai sûrement pas la seule, même si moi je suis pas du tout contre l'idée de faire des trucs élitistes, et s'il y a des gens qui suivent et qui sont contents et qui trouvent que c'est bien, pour moi ça sera suffisant. Donc si vous trouvez que c'est bien, n'hésitez pas à le dire, parce que moi je serai d'accord. Du coup, je suis tout à fait capable d'admettre qu'il y a des gens qui sont supérieurs à moi, et que ce livre leur est destiné et pas à moi, et que du coup le fait que j'en comprenne 80% et pas 100, c'est déjà bien, et tant pis. Mais si personne n'a tout compris, là je me dirais qu'il y a un problème. Je lance un sondage. Combien de pourcents de ce livre avez-vous compris ? Avez-vous aussi cette impression d'obscurité ? Tenez-moi au courant. Les dialogues sont toujours bien, et c'était vachement sympa de lire en livre audio et de voir un mec qui fait les voix. Ça rend le truc encore une fois plus vivant, etc. Même si, comme ce livre est du point de vue des Bene Gesserit, principalement, le mec a principalement dû faire des voix de femmes. Peut-être que ça aurait été bien de le faire lire plutôt par une femme, du coup. Je dis ça, je dis rien, parce que je dis pas qu'il a mal fait les voix de femmes. D'ailleurs, il a beaucoup fait de voix de vieilles, du coup, vu qu'il y a beaucoup de vieilles révérendes mères ou de vieilles honorées matriarches ou quoi. Et c'est assez rigolo de voir un mec qui fait beaucoup de voix de vieilles. Je me moque pas de lui, hein, mais c'est juste pour dire que... Quand il en a fait une, je me suis dit ok. Quand j'ai vu qu'il y avait plein de persos qui étaient des vieilles, je me suis dit voilà, le pauvre mec, il doit faire quasiment que des voix de femmes, et en plus il fait quasiment que des voix de vieilles. Alors du coup, il avait une voix plus aiguë pour Audrade parce qu'elle est plus jeune, et c'était la même voix à peu près pour Lucille, et une voix encore plus aiguë pour Chiana vu qu'elle était encore plus jeune, et il faisait une voix grave pour Miles Tegg, et il gardait sa voix normale pour Burst Malik, un mec dont je vous ai pas parlé, qui est le successeur de Miles Tegg. Donc c'est un bachar aussi, et qui est son apprenti, et qui du coup a l'air de lui ressembler, pas physiquement mais mentalement. En tout cas, on voit que c'est son disciple, quoi. Donc il est pas super différent, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Mais voilà, donc en gros le mec il a fait des voix de filles principalement. Parce que des mecs importants, à part Miles Tegg, il y en a pas beaucoup. Il y a évidemment Vaf, mais pour lui, il a fait une voix un peu comme ça, etc. Donc c'était un peu comme ses voix de vieilles. Quand je pense qu'il y a plein de livres où il y a surtout des mecs et les filles sont rares, là c'est plutôt les mecs qui sont rares. Ça l'a sûrement pas dérangé, sinon il l'aurait pas fait, mais bon. En tout cas, pour moi, c'était notable. Mais du coup, les dialogues sont vraiment cool, ils l'ont toujours été, ils le sont toujours. Il y en a quand même vachement moins que dans le précédent. Le précédent qui était un livre quasi exclusivement de dialogue. D'ailleurs, j'aurais bien aimé l'entendre en livre audio. C'est passé, je vais pas le relire une nouvelle fois, alors que je l'ai lu il y a quelques mois.
Crédibilité, réalisme, moi j'ai pas vu de problème. Alors encore une fois, il y a que les enfants qui ressemblent à des gens normaux, ou sinon les pauvres aussi, évidemment. La racaille, hein, comme disent les honorés matriarches. Mais sinon, les autres, voilà, ils sont toujours hyper intelligents, etc. Donc encore une fois, si vous trouvez que c'est pas crédible, bah, ça l'est toujours pas. Mais bon. Après, le Bene Gesserit, on sait de toute façon qu'elles sont cultivées et tout. Donc voilà, Milesteg aussi. Moi, je trouve que ça va, mais c'est vrai que par moments, on pourrait se dire que ça manque un peu de gens normaux. Originalité, côté marquant. Au niveau dialogue, je trouve pas qu'il y en ait vraiment. Même si... je vous avais dit que j'avais trouvé que les Fremen étaient beaucoup plus caractérisés que tous les autres et que ça manquait. Les Tleilaxu, ils ont aussi leur propre vocabulaire, leur propre langue, etc. Du coup, je trouve que les Tleilaxu ont été bien caractérisés, mais, encore une fois, c'est deux choses qui, je trouve, se ressemblent un peu. Alors, les Fremen sont beaucoup plus axés sur tout ce qui a un rapport avec l'eau. Ils ont plein d'expressions qui ont un rapport avec ça et tout. Évidemment, c'est pas du tout le cas des Tleilaxu, qui eux ont plus des expressions. Ils en ont plusieurs par rapport aux Limachons, qui sont une créature que eux-mêmes ils ont créée, qui est un mélange de limaces et de cochons. C'est pas très facile à prononcer ça. Et qui est une créature répugnante, mais qui bouffe n'importe quoi, etc. Mais qui est apparemment super bonne à manger. Donc ils ont un peu leur propre métaphore, leur propre mythologie et tout. Mais c'est pas, je trouve que ça se ressemble un peu et que c'est peut-être un peu dommage. Mais en tout cas, les Tleilaxu sont bien caractérisés et ça c'est cool parce que ça manquait un peu. Je trouve ça cool. D'ailleurs, j'ai pas cherché, mais Powinda, il me semble que dans The Expanse, les Ceinturiens traitaient aussi les autres de Powinda, donc ça doit sûrement être une langue qui existe et il doit sûrement y avoir moyen de trouver d'où ça vient. Si je cherche, faudra que je vous le dise en description ou quoi, parce que je trouve que ça serait intéressant. Mais j'y ai pensé plusieurs fois et je l'ai pas fait. En tout cas, j'aime bien le fait qu'ils aient leur propre vocabulaire et tout. Donc un petit plus sur ça, sur les Tleilaxu. Mais sinon, rien de très spécial. Et en tout cas, ils m'auront quand même beaucoup moins marqué que les Fremen. En note globale, je réfléchis parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui m'ont paru moins géniales qu'avant. Quand j'y pense, j'ai du mal à dire ce qui était moins bien. Et tout ce qui avait un rapport avec Chiana et Milesteg, c'est vachement cool. Mais j'avais tellement oublié beaucoup de choses dans ce livre. Après, j'avais oublié aussi beaucoup de choses dans le 2e et le 3e. Et ça m'a pas empêché de laisser le 8. Donc je pense que je vais laisser le 8. Je vais laisser le 8. Mais sachez que j'ai hésité. Donc ça pourrait être un 7,9 ou un 8,0 alors que d'autres ça aurait été des plus, enfin je sais pas, mais c'est un 8 hésitant parce que voilà, je vous dis, j'ai cette impression de ne pas avoir tout compris, etc. Et l'impression aussi qu'il n'y a pas grand chose de neuf, même si pourtant il y a eu les Tleilaxu et tout, mais je trouve qu'ils sont basés sur les mêmes choses que d'habitude et les Bene Gesserit on les connaissait déjà bien et tout ça. Un peu une petite impression de pas grand chose de neuf et d'incompréhension qui m'a paru dommage, mais grosso modo, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont géniaux, donc je vais laisser le 8.